Reconquérir les centres-villes, la bataille du dernier kilomètre, c'est notre dernière session et j'invite à me rejoindre à la table Clémentine Malgras, qui est membre du collectif WeShare et qui est chef du projet Sheritories, William Queberlé, qui est président du Conseil du commerce de France, Emmanuel Hauss, qui dirige la SEMA-Est, Valérie Lazec, qui est directrice générale de l'EPARECA, Stéphane Layani, qui est le président de Semaris, Rungis Marché International, et qui, c'est un peu le régional de l'étape, il a aussi le mine de Toulouse, cher au cœur de Jean-Christophe Tortorin. Et enfin, Catherine Rivaud-Allon, directrice de la supply chain de Vivarte, mais elle n'est pas là pour ça aujourd'hui, elle est surtout là parce qu'elle est présidente du conseil d'administration de Port de Paris. Bien, merci. Donc c'est notre dernière session. On tenait beaucoup à la faire parce que les villes sans commerce, c'est triste. On a parlé des places, on a parlé de ce que fait la mairie de Paris pour revitaliser les places à Paris. Ça va faire râler les automobilistes ou les scooteristes que je suis, parce que ça sera peut-être plus compliqué, mais on va aussi avoir des places qui redeviennent des vraies places, des places de centre-ville, des centres-villes, la ville Carlos Moreno, je parle sous son contrôle, et pour la ville des quartiers, la ville du quart d'heure, la ville polycentrique, et c'est un peu ce qu'on essaye de partager à la tribune. On parle de Smart City, mais on parle aussi de leurs habitants. Alors pour commencer, je vous propose peut-être d'entendre dans cette table ronde Clémentine Malgras. Donc je l'ai dit, elle travaille pour le collectif WeShare, qui peut-être présenter Clémentine WeShare pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais donc c'est assez donc c'est positif, share c'est partager. Il faut partager et l'économie collaborative est un des éléments peut-être de la réinvention de nos villes, de nos centres-villes. Et vous avez notamment travaillé à un rapport que vous pourriez nous présenter les principales conclusions sur les villes moyennes. Tout à fait. Donc merci beaucoup Philippe et merci à la tribune pour l'invitation. Donc je m'appelle Clémentine Malgras, je suis membre du collectif WeShare, qui est donc un collectif d'indépendants qui travaille depuis 5 ans autour de cette question de l'économie collaborative, notamment autour des territoires. Donc déjà, juste rapidement, l'économie collaborative, si elle repose, on va dire, sur cette idée d'une relation intensifiée entre pairs, de pair à pair, et sur la constitution de réseaux ou de communautés. Donc ce qu'on constate, c'est que l'économie collaborative sur les territoires, elle implique en fait un changement de posture de la part des acteurs. Donc déjà de la part du consommateur, c'est ce qu'on connaît à travers la consommation collaborative et donc les pratiques de troc, de prêt, etc. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'elle implique un changement de posture de la part des entreprises et des collectivités. Or, quand on parle d'économie collaborative, très souvent, on a la vision que c'est une pratique, on va dire que c'est des modèles qui existent principalement dans les métropoles, donc avec un peu cette idée que c'est finalement un ensemble de pratiques qui sont réservées à une certaine catégorie de population. Et puis, deuxième chose, que l'économie collaborative se limite uniquement à des plateformes numériques. Or, on constate bien que ce type de modèle, donc comme je viens de le dire, avec cette idée de relation pair à pair et cette idée de communauté, ça va bien plus loin en fait que simplement la mise en place de plateformes. Et donc c'est un peu avec cette idée-là qu'on a initié chez WeShare un projet qui s'appelle Sheritories et qui vise justement à comprendre comment les pratiques collaboratives, donc vraiment au sens très large tel que je viens de le décrire, peuvent en fait contribuer à renforcer le développement des territoires et en fait à aider les territoires à concevoir un peu différemment la manière dont ils pensent le développement économique. Et là-dessus, donc cette étude, elle est sortie la semaine dernière. On a eu l'occasion de la présenter à bon nombre d'acteurs qui s'interrogent sur l'état des villes moyennes aujourd'hui. Et on en a formulé un certain nombre de recommandations, notamment autour de cette question de renforcer et dynamiser les centres-villes, qui sont donc, autour de cette question des villes moyennes, qui sont des enjeux cruciaux. Et ce qu'on a pu voir, c'est plusieurs choses. Alors déjà, les pratiques collaboratives, elles interviennent sur un enjeu majeur dans le centre-ville qui va être la réhabilitation de l'espace public et la réhabilitation des espaces plus largement. Donc avec toute cette idée, par exemple, du développement de tiers-lieux, qui, dans les centres-villes, en fait, joue un rôle très fort puisqu'il participe à l'attractivité des territoires et qu'il a vraiment les tiers-lieux participent vraiment à créer cet effet de communauté qui permet à des zones entières, en fait, de se redynamiser.
La deuxième chose, c'est donc autour de cette idée de réhabilitation des espaces, la notion de la mutualisation. Donc on l'observe par exemple dans des cas de boutiques éphémères qui sont mis à disposition d'entrepreneurs, donc un même local qui va pouvoir servir à des entrepreneurs et être loué à la demande pendant quelques jours jusqu'à plusieurs mois, comme on peut le voir à Genk, qui est l'une des villes moyennes qu'on a pu observer dans l'étude. Et puis il y a aussi cet aspect, et pour moi je pense que c'est très important quand on parle de centre-ville, c'est cet aspect de comment est-ce qu'aujourd'hui la collectivité et tous les acteurs du territoire sont capables d'intégrer les revendications, les besoins, les envies des citoyens dans la mise en place de projets d'aménagement et dans la mise en place de projets urbains. Et ce qu'on a pu observer, c'est donc par exemple à Aveiro au Portugal, la mise en place de protocoles de participation citoyenne pour encourager les gens à s'investir, à vraiment s'engager dans la réhabilitation d'espaces, dans le centre-ville, pour faire revivre ce centre-ville, pour qu'il s'y passe des choses, pour que les gens soient heureux d'y circuler et d'y aller, et donc par là du coup d'y consommer. Et puis juste le dernier aspect que je voulais mettre en valeur, qui est un aspect qui est assez important, qui est très important pour nous, qui est cette idée que finalement, ce qui aujourd'hui peut créer des frictions, notamment au niveau des centres-villes, où on voit apparaître des lanceurs d'alerte de centres-villes, des gens qui sont vraiment là pour dire attention parce qu'il y a une situation de crise au niveau social, au niveau économique, c'est que finalement il y a aussi un manque de communication qui est assez fort et on a besoin aujourd'hui de personnes qui sont capables d'avoir ce rôle de fluidifier la relation entre non seulement les collectivités, mais aussi les entreprises et les habitants. Or aujourd'hui, ce rôle-là, donc nous on l'a observé de manière assez marginale dans l'étude avec certains cas de personnes qui ont justement cette position-là d'être à l'intermédiaire entre ces trois parties prenantes. Mais aujourd'hui, ce serait donc pour moi l'une des pistes à creuser que de justement renforcer le rôle de ces intermédiaires pour permettre aux habitants de pouvoir proposer des projets et pour pouvoir fluidifier la relation avec les entreprises, les collectivités. Merci beaucoup Clémentine, on va revenir sur les pistes que vous avez ouvertes, mais je voudrais continuer le tour de table. Alors William Keberlé, je l'ai dit, vous êtes président du Conseil du commerce de France. Alors vous avez tout, le commerce, vous allez nous dire un peu ce que fait le Conseil du commerce de France, et ensuite peut-être nous décrire l'état peut-être des lieux avec le développement assez incroyable du e-commerce. Ouais, le Conseil du commerce de France, ça regroupe à la fois la grande distribution, donc les hypermarchés, les supermarchés, mais également l'ensemble des fédérations du commerce de centre-ville, de l'habillement par exemple, avec des effectifs de moins de 3 personnes. Ça va de la FEVAD, de la vente à distance, y compris Amazon derrière, des grands magasins. Disons qu'aujourd'hui en France, il y a 3,5 millions de personnes qui travaillent dans le commerce. Nos fédérations représentent 70% de ces 3,5 millions de personnes qui travaillent dans le commerce. Donc c'est pas rien. Oui, et on connaît une grande révolution. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez qu'en Chine, le 11 novembre, c'est la fête des célibataires. Et Alibaba a réalisé 23 milliards d'euros en une seule journée. Pour vous donner un petit peu un élément de comparaison, c'est le chiffre d'affaires que le groupe Auchan France fait en une année complète. Donc ça veut dire que la révolution du commerce, elle est à nos portes. Aujourd'hui, le e-commerce représente déjà 8% du chiffre d'affaires, 8% du chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce. Et alors c'est différent dans les produits culturels, on va jusqu'à 40%. Sur tout ce qui est textile, c'est 15%, la parfumerie, c'est 7%, et l'alimentaire, on reparlera peut-être de ça avec notre collègue de Rungis, c'est que 3%, mais c'est des choses qui sont en train de se développer à grande vitesse. Et donc, forcément, ça a des conséquences sur la ville. Ça a des conséquences et il faut pouvoir préparer ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez des clients qui veulent de plus en plus de choix, qui veulent également des dates précises en termes de livraison. On a des commerçants qui ont besoin de connaître de mieux en mieux leurs clients et qui vont vers l'omnicanalité. Et derrière, ça demande, c'était le débat de ce matin, de la data. Alors, le problème qu'on a, c'est que finalement, aujourd'hui, on a des métropoles avec des bassins de vie, alors qu'il y a encore quelques années, on était plus sur une ville et des banlieues.
Les commerçants, dans le passé, c'était un magasin, et a priori, on avait la vente à distance, c'était la Redoute ou les Trois Suisses. Et aujourd'hui, notre modèle qui est en train d'avancer, c'est l'omnicanalité. Et au niveau de la logistique, on était sur des schémas qui étaient plutôt en silo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le client qui commandait et c'était le transporteur qui lui apportait ce genre de choses. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers des supply chains qui sont numérisés. Le problème, c'est qu'en termes de réglementation, en termes de loi, on a encore des réglementations et des lois du siècle dernier. Et ça, il faut qu'on puisse faire évoluer les choses, parce que sinon, on aura des goulots d'étranglement. On a parlé avant, déjà, des citoyens qui circulaient, mais je dirais que la ville, c'est effectivement un endroit où il faut qu'on puisse vivre ensemble, mais c'est aussi un lieu où beaucoup de marchandises transitent et que ça, il va falloir pouvoir le préparer. Et donc ce qu'on essaye, c'est de pouvoir convaincre, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul d'ailleurs, hein, c'est quand vous parliez à un moment donné de mutualisation, on ne peut pas le faire tout seul, c'est-à-dire on ne peut pas dire tiens, c'est les commerçants qui vont s'occuper de ça, c'est les pouvoirs publics qui vont s'occuper de ça, c'est les transporteurs qui vont le faire. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que l'on fasse des tours de table globaux, qu'à un moment donné, on ait la possibilité de discuter, qu'on puisse donner au pouvoir public la possibilité de donner un certain nombre de schémas au niveau technique de standardisation. Moi, je me rappelle, dans les années même un peu 70, et on en profite encore, c'est les fameux codes GENCODE EAN. C'est quand je parle de mutualisation, c'est de ça dont je parle. C'est pas du tout de centralisation. Mais à un moment donné, c'est de se donner des éléments qui permettent de partager et de mutualiser. Parce que si on ne mutualise pas, et si à un moment donné on ne prépare pas les choses, je dirais que vous avez des gens comme Amazon qui ne nous ont pas attendus. Aujourd'hui, en France, ils ont 20 000 points relais. Et donc si à un moment donné, chaque entreprise se débrouille toute seule pour faire ce genre de choses, on va vers un engorgement au niveau des circulations et au niveau des villes. Donc là, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Et puis à partir de ce moment-là, il y aura des règles. Est-ce que, comme le dernier kilomètre commence 500 km avant, quels sont les points de regroupement? Quand est-ce qu'on peut partager pour relivrer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les clients préfèrent des points relais ou est-ce qu'ils préfèrent être livrés chez eux ou aller chercher ça où on leur livre à leur lieu de travail? C'est tous ces éléments qu'il faut travailler, mais de façon un peu plus proactive et un peu plus en amont. Pour prolonger sur les tendances que vous décrivez, qu'est-ce que vous ressentez de ce qui remonte du terrain sur l'avenir du petit commerce de centre-ville? Est-ce qu'il est menacé? Peut-être pas à Paris centre, parce que évidemment c'est une ville riche, mais quand on prend des endroits qui sont moins riches. J'ai une vision très très claire sur le petit commerce. Je pense que, et c'est le côté optimiste que je vais avoir, c'est qu'à un moment donné il va revivre, mais il va revivre différemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné on va aller vers de l'omnicanalité, c'est-à-dire que le commerçant indépendant qui à un moment donné aura cette capacité de se mettre sur le net en vitrine pour proposer ses services, en fait il ne sera plus non plus que le commerçant de sa rue, il va être le commerçant qui peut avoir un regard beaucoup plus loin. Première réponse, il faut qu'il se numérise. Clairement, il faut qu'il se numérise. Oui. Clairement, aujourd'hui, on appelle l'ensemble des clients. Je vais vous donner un exemple dans la parfumerie. Vous avez 60% des clientes qui vont d'abord sur le net avant de venir en magasin. Et il n'y a que 7% du chiffre d'affaires qui est fait. Mais si à un moment donné vous n'êtes pas sur le net, vous perdez 60% de trafic éventuel. Donc, y compris le petit commerçant, le commerçant indépendant doit pouvoir se moderniser à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, le côté un peu négatif, c'est qu'un certain nombre de commerçants, alors après on peut dire c'est l'âge, c'est la culture et autres, ne sont pas prêts à faire cette démarche-là. Et donc on est là, nous aussi, pour les aider. Mais pour moi, je crois au commerce indépendant, je crois au petit commerce de proximité, parce que c'est là, et je ne vais pas opposer les choses entre d'un côté la grande distribution et le petit commerce, c'est que ce que veut le client aujourd'hui, il sait très bien pourquoi il va dans le commerce indépendant, spécialisé, et la grande distribution, et pourquoi il achète dans le net. La seule différence, c'est que maintenant, il a une exigence, c'est que, sachant pourquoi il y va, il veut de la qualité. Et quand il vient dans un magasin, il veut une vraie expérience. Et ça, c'est aussi le commerce qui doit l'apporter. Merci. Je ne l'ai pas dit, mais ce matin, on a démarré avec la stricte parité. 3 hommes, 3 femmes. Là, on a 2 fois plus de femmes que d'hommes à cette table ronde. Je m'en félicite. Si je m'exclus, évidemment, je ne suis pas intervenant, mais simple modérateur. Alors, justement, oui, bravo, parce que parfois, on nous a critiqué. On nous a dit, voilà, on fait le travail.
pour passer la parole à Emmanuel Hauss, qui dirige la SEMA Est. Alors peut-être, Emmanuel Hauss, expliquez-nous ce qu'est la SEMA Est, qui est une société d'économie mixte. La SEMA Est, c'est donc une société d'économie mixte de la ville de Paris, dont le rôle est justement de maintenir ou de réinstaller du commerce de proximité. Elle agit par le biais du foncier, puisqu'elle bénéficie du droit de préemption dans certains quartiers que la ville de Paris lui délègue pour réinstaller du commerce, avec dans le 5e et 6e arrondissement notamment une action très ciblée sur les librairies et les commerces culturels. Je voudrais juste dire qu'on parle de commerce, mais en fait le commerce recouvre des réalités qui sont très diverses. Il ne s'agit pas du tout de la même chose quand on parle d'enseignes et de commerce singulier, de petits commerces. Et aujourd'hui, il y a deux difficultés. Il y a bien sûr la désertification qu'on constate dans les centres-villes et qui tue la ville, parce que le commerce, c'est l'âme d'une ville. Mais il y a aussi l'uniformisation qui tue l'attractivité des villes. Nous, on a Taïwan qui est venu nous voir récemment, la Corée, qui vient nous voir en disant « mais comment vous faites pour maintenir des librairies à Paris ?» Et effectivement, quand on réinstalle par exemple une librairie, on a installé il n'y a pas très longtemps rue Mira, cette librairie, elle va très bien fonctionner parce qu'elle est un lieu de vie. Ça rejoint ce que disait hier le patron de Gares et Connexions, qui dit quand arrive une gare, ça conduit à des investissements induits. C'est exactement ce type de raisonnement. Et bien sûr qu'il y a la mutation du commerce. On peut pas. Enfin, moi, souvent, j'entends qu'on peut lutter contre Amazon. On ne peut pas lutter contre l'eau qui coule. Hein. Mais par contre, bien sûr que Amazon. Enfin, moi, je pense notamment sur la question de la propreté, etc. On voit bien que il y a des externalités négatives de tous ces nouveaux ces nouvelles façons de consommer qu'il faut appréhender, qu'il faut encadrer, peut-être qu'il faut taxer, mais il faut aussi regarder toutes les externalités positives de ce que le commerce de proximité porte. C'est-à-dire que aujourd'hui, et je ne parle pas des grandes enseignes, c'est-à-dire que moi, contrairement à vous, je les oppose pas, mais en tout cas, je pense que c'est pas les mêmes réalités économiques. Le commerce indépendant, il porte sa singularité et donc la richesse et chemin faisant, il apporte aussi de la sécurité, de la santé, du bien-être. Il permet de flâner et il permet du coup à une ville d'avoir d'être pleine de liens sociaux et de liens entre les générations comme nul autre acteur. C'est vraiment un acteur central pour ça. Une autre tendance qu'on observe, c'est qu'il y a des quartiers, là à Paris c'est le cas, où il y a des spécialisations. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec que de l'informatique par exemple, ou en tout cas un manque de diversité. Comment est-ce qu'on peut lutter et que vous pouvez agir pour justement recréer des effets de réseau, des effets de proximité, où on puisse avoir, j'allais dire, accès à peu près à l'essentiel de ce dont on a besoin, plus la culture si possible? Alors quand on a la possibilité, quand on est titré sur le foncier, qu'on a la possibilité de préempter, dans ce cas-là, on peut agir pour maintenir une diversité. Après, bien sûr, il peut y avoir des quartiers qui ont un historique autour des antiquités, autour de... Mais la diversité, c'est important pour une vie de quartier. Donc, il nous est arrivé, même historiquement, la SEMA Est, elle a été missionnée pour ces raisons en 2004. Il y avait dans le 11e arrondissement des grossistes textiles qui étaient beaucoup trop nombreux et qui tuaient justement cette vie de quartier. Donc on a intervenu pour réinstaller la diversité. C'est diversité et singularité, parce que l'uniformisation par les grandes enseignes, c'est aussi une absence de diversité. Et comment on intervient alors? Qu'est-ce que vous faites? Alors la SEMA Est, elle préempte les pieds d'immeubles dans le cadre donc sur des territoires qui sont très délimités. Elle préempte les murs. En général, elle fait les travaux et puis elle fait une petite analyse du territoire et en fonction de ce qui manque, en fonction des attentes des habitants aussi, on va y réinstaller. Du coup, ça peut être une boucherie, ça peut être un fromager, ça peut être un disquaire, on a réinstallé le disquaire, une librairie, mais maintenant, de toute manière... Et une poissonnerie bientôt. Si, on va alors c'est un scoop. On va réinstaller une poissonnerie, je pense. Mais c'est compliqué, c'est vrai. Non, mais par contre, je rejoins mon camarade de droite. Je suis d'accord, le commerce de demain, de toute manière, il est en pleine mutation.
Et ce sera un lieu de vie et un lieu omnicanal. C'est-à-dire que ça ne sera plus un lieu de stockage, mais par contre, ce que vous achèterez, les conseils dont vous bénéficierez, ça se passera dans le lieu physique et vous recevrez chez vous le soir, par exemple, les biens que vous pourrez avoir commandés. Donc il y a vraiment on le voit beaucoup dans notre testeur de commerce, on voit une évolution très forte, mais pas une disparition du commerce de proximité, une mutation. Merci. Alors Valérie Lazec, peut-être on va vous proposer de prendre la parole maintenant, puisque vous dirigez l'EPARECA, alors vous allez nous expliquer ce que fait l'EPARECA, mais qui est un opérateur public qui aide effectivement à recréer des activités, qui fait partie de la politique de la ville. Alors c'est pas que le commerce, mais c'est aussi, j'imagine, le commerce. Ça marche. On va prendre le micro qui marche. C'est effectivement d'abord et avant tout le commerce, c'est aussi l'artisanat. Et avant de vous expliquer le fonctionnement d'EPARECA, je voulais revenir sur deux choses essentielles. Il ne faut pas oublier que les commerçants et que les clients sont aussi des habitants des villes. Et en fait, à travers ce prisme-là, il faut se rendre compte que, certes, ils veulent commander sur Internet, être livrés dans l'heure, mais ils ont aussi envie, quand ils descendent de chez eux, d'avoir une rue animée, dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle il n'y a pas d'insécurité, et dans laquelle, effectivement, le commerce est un lieu de vie, un lieu fédérateur, et on dit être de bon commerce, et je pense que c'est une expression qu'il faut réhabiliter d'urgence. En tout cas, la mission d'EPARECA, c'est de restructurer les locaux immobiliers. Donc, on est un promoteur immobilier public dans les quartiers de la politique de la ville. Donc, probablement les pires conditions commerciales imaginables, parce qu'on cumule des dysfonctionnements urbains et sociaux qui sont graves, et on cumule aussi le critère unique qui fonde la politique de la ville, c'est le critère de pauvreté de la population. Donc, des ménages qui n'ont pas de pouvoir d'achat, et qui pourtant ont besoin aussi de commerce de proximité et ont besoin effectivement d'une offre qui réponde à leurs besoins, qui sont de première nécessité parfois. Je pense à la pharmacie, à la boulangerie, à cette épicerie qui va répondre à leurs besoins, parce que en France, ces populations-là ne sont pas forcément motorisées. En politique de la ville, on a aussi des centres anciens dégradés dont la connectivité à Internet est toute relative. Et donc eux, ils ne seront pas livrés dans l'heure. Donc on a aussi une mission de service public de réinvestir le sujet commercial, quand bien même le commerce est une question privée. Donc c'est un petit paradoxe qu'un établissement public s'en occupe, mais c'est d'intérêt général de considérer que la fonction commerciale dans la ville, c'est une dimension aussi de la ville durable, parce qu'il faut réinvestir la ville sur elle-même, c'est bien le sujet du forum d'aujourd'hui, et ça appelle de l'intervention publique, donc des moyens publics. Donc EPARECA, il intervient en fonds propres, c'est assez rare pour être noté. Ça veut dire qu'on va se comporter comme un investisseur, acheter, là aussi, acquérir la propriété, rénover le bâti ou le démolir et le reconstruire pour donner la possibilité d'avoir des locaux adaptés à l'activité commerciale en fonction, tout comme la CMAEST, effectivement, d'un potentiel qui est mesuré et qui répond à cette nécessité que j'indiquais tout à l'heure. Le but étant qu'à terme, EPARECA se retire et revende à un investisseur privé les locaux qui seront réhabilités. On le fait pourquoi? On le fait parce que l'investisseur privé n'assume pas le risque qu'on est prêt à assumer. Le risque qui est un risque d'image de ces quartiers, parce que la rentabilité ne sera pas au rendez-vous, compte tenu aussi du panier moyen qui sera le résultat de ces achats. Et donc, cette intervention, elle va rendre possible la restauration de cette rentabilité à terme. Donc, contrairement à la CMAEST, dont on est effectivement très proche sur le modèle, nous, on ne fait que passer. Alors, on passe quand même un petit peu de temps, puisque... C'est quoi la durée moyenne d'un programme? En moyenne, 8 ans sur une opération réussie. Passer un certain temps, quand même. Voilà. Et parce qu'on va restructurer, on va exploiter la polarité commerciale jusqu'à une stabilisation et la chance d'avoir une activité qui est pérennisée, en fait. Quand arrive la poissonnerie, c'est que vous avez réussi. C'est ça. N'est-ce pas, Stéphane? Alors Stéphane, justement, on va parler de Rungis. Excusez-moi, juste oui, allez-y. Parce que nous aussi on fait que passer. L'idée c'est que la ville nous prête de l'argent pour préempter, et à la fin de l'opération, réussir pour nous, c'est arriver à vendre les murs aux commerçants.
Et du coup, voilà, le cercle vertueux est enclenché et on rembourse les fonds. On n'y arrive pas toujours, mais Bien sûr. on les fait passer. Donc Stéphane Layani, du poste d'observation de Rungis, et compte tenu des tendances qui ont été décrites rapidement, mais avec quelques chiffres sur l'alimentaire, et ça monte, on voit bien, tous ces vélos qu'on voit courir dans Paris, enfin plutôt voler dans Paris, et on les plaint parfois quand il fait pas beau et qui sont en train de complètement changer aussi la façon dont nous nous comportons, j'allais dire collectivement à l'égard de... En tout cas, ça, Deliveroo vaut 2 milliards, quoi. Voilà, ils viennent de lever 1 milliard. C'est beaucoup d'argent pour un modèle qui a mis quelques années, quoi, à s'installer. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez comme évolution? Philippe, je voudrais vous répondre de façon intelligible et raisonnable. Parce que tout ce qui a été dit est juste et vrai et converge dans le même sens. C'est que le consommateur est schizophrène, que nos centres-villes sont en péril de mort et que par ailleurs, on ne peut jamais aller à l'encontre du progrès technique. Il faut toujours se souvenir de M. Thiers qui disait « Le cerveau humain ne résistera pas à une vitesse supérieure à 30 km/h ». Et puis il y a des trains qui se sont installés, des voies ferrées. Il y avait la maladie du chemin de fer aussi. On a été là. Donc, le patron de Rungis est obligé de dire que, premièrement, les gens vont continuer à manger, les indépendants vont continuer à exister, et heureusement, parce qu'ils vont s'adapter peu à peu aux nouveaux modes de consommation. Mais pour vous parler de logistique du dernier kilomètre, je vais vous donner 3 chiffres. 3 € pour aller de Shanghai au Havre. 3 € pour aller du Havre à Rungis. Et 3 € pour aller de Rungis à Paris. Et qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ce que je veux vous dire par là, c'est que la logistique du dernier kilomètre, c'est celle qui coûte le plus cher, qui est la plus coûteuse pour les entreprises, qui est la plus coûteuse pour les citoyens et qui est la plus coûteuse pour le monde aussi en termes de développement durable parce qu'elle pollue énormément. Et donc, évidemment, puisque vous m'avez interrogé sur la Smart City, nous, on y réfléchit, mais on essaye d'y réfléchir dans le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que quand on reçoit 7000 camions par jour, 7000 gros porteurs, qu'on a 26 000 clients, qu'on fait 9 milliards de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville de Paris, pour l'agglomération parisienne, pour pas que ça soit, excusez-moi, le bordel organisé et inorganisé. Et je pense que, évidemment, tout ça est une question d'organisation et de réflexion intellectuelle. Et donc, nous pensons évidemment que ce qu'a dit Clémentine, ce que fait merveilleusement Emmanuel, les PARECA est très important. Mais nous, à notre petit niveau, on a le moyen de faire changer la ville en travaillant beaucoup plus que nous ne travaillons sur la mutualisation. C'est-à-dire que, évidemment, en instaurant la bourse de fret qu'il y a à Rungis, qui démarre, mais qui va se développer, eh bien, où il y aura des camions de moins en moins vite, en utilisant la massification que nous a permis le général de Gaulle et Pompidou en créant Rungis, évidemment, on peut éviter de disséminer des camions dans l'atmosphère et dans la ville, en développant les solutions électriques comme je le fais depuis 5 ans, en développant les solutions à gaz, avec l'azote. Il y a une station de GN Vert à Rungis avec Engie qui marche très bien. Il va y avoir bientôt une station à l'azote parce qu'il faut aussi refroidir les caisses. Eh bien, on va permettre de polluer moins la ville et de servir de la même manière nos clients. Et enfin,
je pense qu'il est indispensable, et là je rejoins William, de ne pas raisonner, messieurs les élus, uniquement en réglementation, mais aussi en soft law. Et nous sommes capables, à notre niveau, grandes entreprises responsables, de prendre des décisions, notamment avec la géolocalisation des camions, d'essayer d'avoir une gestion harmonieuse de la ville. Et vous savez, Rungis, dans l'alimentaire, les camions n'arrivent pas à la même heure. On commence par la marée J'allais vous demander, décrivez-nous une journée de Rungis. Une journée de Rungis, c'est une journée très longue. Parce que, en fait... Ça commence tôt. Elle commence... Ça, c'est un peu en dehors du sujet, mais je vais vous raconter pour vous faire rêver. Alors, en fait, il faut arriver vers 9h du soir. Vers 9h du soir, tout d'un coup, il y a des camions qui commencent à arriver. Et puis, il ne se passe rien. Et vous allez à la marée, et vous voyez cette grande halle illuminée de 22 000 m², et peu à peu, de minuit à 2h du matin, vous avez des gens qui, dans le silence, mettent en place le poisson qui a été pêché la veille au soir. Et puis, à 2h, c'est la vente. Alors là, les poissonniers, eh bien, ils se jettent sur la marchandise, et de 2h à 4h, les ventes se font. Puis à 4h, il n'y a plus rien. Et pendant ce temps-là, les bouchers sont arrivés. Les bouchers, à 3h du matin, ils ont commencé à pendre leur viande en carcasse, à préparer leur tête de veau, leur volaille, et puis ils vont vendre, allez, jusqu'à 6h, 6h30. Et puis ensuite arrivent les fruits et légumes. Les fruits et légumes, ils sont moins matinaux, vers 4h du matin. Et puis les ventes ont lieu jusqu'à 10, 11h, midi. Et enfin, en dernier lieu, vous avez les fromagers d'une part et les fleurs. Et là, jusqu'à, allez, 1h, 2h de l'après-midi, vous avez encore une activité. Alors vous allez me dire, mais vous faites rien l'après-midi. Mais non, parce que l'après-midi, il faut nettoyer ce gigantesque marché qui est plus grand que Monaco. Il faut le remettre en état, il faut faire des travaux. Et donc, on ne s'arrête jamais. Et c'est tous les jours, et ça nous permet, comme vous le dites, c'est pas tous les jours. Alors, ne faites pas la bêtise de François Hollande. Ouais. Il voulait épater Julie, et puis il l'a amené un dimanche à la marée. Il n'y avait personne. Il m'a appelé, je lui ai dit, je suis désolé. François Hollande qui a eu le prix de l'humour politique pour toute son œuvre hier, et qui a dit je vous promets de continuer mon œuvre, en tout cas dans ce domaine. Voilà. On va parler de la Seine avec vous, Catherine Révaux-Allon, puisque vous présidez le conseil de Port de Paris. Et la Seine, moi j'en avais entendu parler, par exemple, par les gens de McDonald's. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais j'ai appris en voyant une des patronnes de McDonald's en France que McDonald's se fait livrer par la Seine tous les jours, tous les McDonald's de Paris, par exemple, et j'imagine d'autres. Donc l'usage du fleuve, qui est historique, si Paris est au bord de la Seine, c'est parce que, comme la plupart des villes sont au bord d'un fleuve, c'est bien évidemment... Est-ce qu'on en tire suffisamment parti? Est-ce qu'on peut faire mieux? J'aimerais, bonjour à tous et à toutes. Je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, je voudrais repréciser que Haropa, Port de Paris, c'est 70 ports. On a du mal à imaginer que Port de Paris porte 70 ports, mais je tenais à vous le repréciser. Donc c'est 70 ports. Et ils sont où sous ces ports? Alors sur tout l'axe Seine, et notamment à peu près à 50 km. On démarre à 50 km à peu près à l'est de Paris et on redescend jusqu'à Montereau et on remonte jusqu'à Longueuil-Sainte-Marie. Donc voilà, Port de Paris. Et c'est également 7 plateformes multimodales qui sont réparties en Île-de-France. Principalement la plus grande, que vous devez tous et toutes connaître certainement, qui est Gennevilliers, qui est la plateforme d'entrée et le port d'entrée de toute l'agglomération parisienne. Alors oui, j'aimerais bien vous dire que
Le report modal est un automatisme dans la tête de certains et dans la tête de grands logisticiens ou de grandes sociétés multinationales ou des grands distributeurs. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors vous citiez McDonald's qui est un très bel exemple d'arrivée et d'approvisionnement par la Seine, mais vous avez également d'autres enseignes pour y avoir travaillé, entre autres le groupe Monoprix qui fait rentrer une grosse partie de ses approvisionnements conteneurisés par le Havre, et ensuite ces conteneurs redescendent par la Seine pour ensuite arriver dans la région parisienne et se rapprocher au plus près de son dernier kilomètre entrepôt et ensuite la livraison finale du client. Alors, Port de Paris, c'est effectivement un établissement public d'État, mais qui se doit d'être à la croisée des chemins de l'ensemble des parties prenantes. Je voudrais dire qu'un port, tout le monde a dans la tête qu'un port est quelque chose peut-être d'assez figé. Eh bien, nous ne sommes pas figés puisque, vous le disiez tous et toutes à juste titre, le commerce évolue, les centres-villes évoluent, les modes de distribution évoluent, et si nous ne devenons pas proactifs par rapport à cet environnement en constante évolution, eh bien, nous allons rater le coche. Nous allons rater non pas un bateau, nous n'allons pas rater un train, mais nous allons rater le positionnement que nous devons avoir, qui est d'être un port ou d'être des ports qui s'intègrent dans un milieu urbain. Personne ne veut avoir un port près de chez lui, parce qu'on pense tous à des nuisances, on pense à des poussières, on pense à des encombrements industriels, mais malgré tout, un port est un organe vital qui fera que demain, le dernier kilomètre devrait être beaucoup plus viable, beaucoup plus appréhendé par chacun comme étant beaucoup plus vertueux ou respectueux de son environnement. À titre d'exemple, une barge peut contenir jusqu'à 90 conteneurs. Nous avons des convois de 2 barges donc, qui transportent 180 conteneurs et qui traversent actuellement le bief parisien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'utilise pas suffisamment la Seine, malheureusement. Mais pour utiliser cette Seine, il faut aussi que nous continuions ce travail d'intégration et que nous allions au plus près de l'ensemble de nos clients. On a parlé commerce. Je pourrais vous parler du BTP, je pourrais vous parler des déchets. Le Grand Paris demain est un enjeu capital. Comment allons-nous construire le Grand Paris et sortir les déblais de chantier si nous n'avons pas la capacité d'apporter des bateaux au pied des berges pour charger les déblais de chantier? Le déchet est également une vraie problématique, parce que nous devons aussi évacuer le déchet et aucun d'entre nous ici n'aime se retrouver derrière un camion de déchets, un camion de poubelle, surtout si nous prenons notre voiture ou même quand on est en vélo, c'est hyper dangereux. Donc on se doit aussi d'être présent pour pouvoir à la fois évacuer les déchets, évacuer les déblais de chantier, pouvoir aussi livrer ces marchandises qui sont vitales pour la vie des centres-villes et la pérennisation du commerce. Et malgré tout, nous devons aussi prévoir une petite place au tourisme, parce que le tourisme est très présent à Paris. Nous devons pouvoir répondre présent tous les jours aux demandes de ces sociétés de tourisme qui souhaitent développer de plus en plus d'activités en bord de Seine, puisque tout le monde rêve d'aller déjeuner ou dîner, voire dormir au pied de la Tour Eiffel, qui est quand même l'emblème parisien premier. Donc, Port de Paris est effectivement... Vous dites dormir, pourquoi? Il y a un dormir hôtel. Parce que vous avez des gens qui rêvent de dormir dans un navire sur la Seine. Un navire-hôtel, comme vous pouvez en voir d'ailleurs près du pont de Grenelle, mais que vous voyez également naviguer sur la Seine. Tout le monde veut dormir au pied de la Tour Eiffel. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. Et puis, nous serions très vite confrontés à un problème de sécurité de la navigation, puisque là, il faut immanquablement être très vigilant sur ces notions de sécurité de la navigation. Merci. Je reviens sur le Grand Paris. William Québerlé, vous participez, j'imagine, à toutes les... On va vous repasser le micro qui marche. À toutes les réunions qui ont lieu en ce moment sur la mise en place de ce nouveau quartier. Ces nouveaux quartiers, il va y avoir 68 nouvelles gares. Il va y avoir... on a l'inauguration ce soir de Réinventons la métropole du Grand Paris avec des nouveaux quartiers. Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde du commerce, ce Grand Paris?
Pour le monde du commerce, à partir du moment où il y a de l'attractivité, et on n'a pas parlé d'une chose, c'est de l'urbanisme. C'est-à-dire que quand la vie de la ville, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir des gens qui y vivent. Pas forcément dans les péniches, dans les bateaux, mais peut-être aussi dans les appartements. Il y a aussi ce côté d'urbanisme. Alors, sur Paris, on est bien, parce que finalement, déjà, il y a un exode vers les métropoles, mais je dirais que le commerce vit déjà des clients qui sont là. Et le travail qui est en train de se faire au niveau du CODEV, au niveau du Grand Paris, va dans ce sens-là. Et puis en plus, je dirais que ça se passe bien ou ça se passe pas bien? Pardon? Au sein du CODEV dont vous venez de parler, comment ça se passe? Tout le monde va vouloir, évidemment. Non, mais l'attractivité, ça va être quoi? La compétition, la loi de la jungle, ou alors on va réguler un peu tout ça? Il y a aujourd'hui quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'avant, il y avait ce qu'on appelle les PLU, où on mettait justement les trains, les bus, les camions, les routes, mais on ne parlait pas de commerce. Ça y est, on commence à parler de commerce, on commence à parler de bassin de vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, tiens, et c'est intercommunal, c'est plus communal, les choses vont dans le bon sens, et je pense que, clairement, les Jeux Olympiques et 2024, c'est un élément qui permet une convergence. Et je pense que là, si on s'y met tous ensemble, et dans le cadre du CODEV, c'est ce qu'on est en train de travailler, il y a des choses qui vont pouvoir se faire. L'important, excusez-moi de me répéter, mais c'est qu'il ne faut pas qu'on travaille séparément en silo. Là, on est sur un projet qui doit être transversal. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent être présentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler uniquement politiquement ou sur de l'écologie, on ne peut pas parler de l'urbanisme d'un côté, on ne peut pas parler de commerce uniquement ou de transporteurs. Il faut qu'à un moment donné, on ait des réunions transversales, on s'écoute et qu'à partir de ce moment-là, il y a des choix. Et ça, c'est aux politiques de les faire, mais ce qu'il faut, c'est que le politique, il ait une vision globale et pas une vision uniquement électoraliste. Clémentine, je voulais vous interroger, je disais tout à l'heure Deliveroo, mais donc je rajoute 3 € au calcul du docteur Layani, il nous dit 3 plus 3 plus 3, mais je rajoute 3 pour le type à vélo qui va me livrer. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est arrivé en 2-3 ans, et c'est pas qu'en France d'ailleurs, c'est un phénomène de toutes les grandes métropoles. 3 € sur le kilo de patates, c'est pas très rentable. Hein. Alors ça c'est... J'ai oublié de vous dire ça. Absolument, ça peut être aussi la question. Est-ce que ces nouvelles plateformes finalement ne posent pas un vrai problème de fonctionnement de nos villes? Est-ce que on est loin quand même de l'économie collaborative dont on nous vantait les mérites? On est plutôt dans une logique assez déshumanisante. Est-ce que demain, la ville, ça va être chacun va rester chez soi et on va avoir des vélos qui vont simplement faire la transhumance de nos biens et denrées? Non, mais je pense que vous avez raison dans le sens où là, en fait, ce dont on parle, donc quand on parle de ce type de plateforme-là, c'est des services à la demande qui ne sont pas forcément en fait de l'économie collaborative, hein, au sens où là ce qu'on observe c'est quand même une forme de précarisation et on connaît ça. Je pense que ça en dit long aussi donc en termes de pratique et d'usage, puisque c'est un aspect qu'on a abordé, mais enfin, qui est quand même essentiel. Je suis tombée sur un article il n'y a pas longtemps qui parlait d'un nouveau restaurant qui a ouvert au Canada, où en fait on peut venir avec son plat à emporter. Et on peut donc s'asseoir tout seul et manger son plat qu'on s'est fait livrer, mais dans un lieu collectif, pour être côte à côte avec d'autres gens qui ont fait la même chose. Donc c'est, vous l'avouerez, assez triste. Et je pense que c'est pour ça aussi que, enfin, on a parlé des métropoles, mais particulièrement dans des territoires comme les villes moyennes, cette question de l'alimentation, elle est par exemple un levier qui est très fort. Et nous, c'est ce qu'on a observé dans l'étude Chéri-Tourist qu'on a menée. Ça peut paraître assez trivial, mais en fait, les pratiques justement autour de l'alimentation, elles ont un vrai rôle pour défendre ce lien social dont vous parliez. Et ça peut passer, par exemple, quand on parle beaucoup de tiers-lieux, et en fait, on a observé que très souvent, donc, ces tiers-lieux qui ouvrent pour accueillir des indépendants, pour développer leurs activités, créer des synergies entre eux, etc., en fait, la manière de créer ces communautés-là, c'est d'avoir des espaces de restauration. Ou alors, par exemple, quand on parle du crowdfunding, qui est aussi l'une des pratiques collaboratives qu'on a étudiées, on se rend compte que la plupart des projets qui sont financés, c'est des projets de petite restauration, de proximité, parce que justement, c'est ça qui va créer un peu le lien. Donc, je ne réponds pas totalement à la question, mais je pense qu'il y a un aspect qu'on a traité là-dedans et qui est hyper intéressant de se dire,
finalement, revenons-en, utilisons les outils numériques pour promouvoir finalement des usages qui sont des usages assez traditionnels, mais qui sont vraiment au cœur de ce qu'est la vie sociale, la vie de la cité en fait. Valérie Lazec, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous parliez aussi d'artisanat. Alors, on disait il y a quelques années, avec les makers, etc., on allait faire revenir l'industrie, ou en tout cas une forme d'artisanat ou d'industrie dans la ville. Est-ce que c'est aussi des nouvelles tendances dans ces tiers-lieux que vous pouvez promouvoir, qui peuvent venir apporter une multi-activité, si j'ose dire, à ces centres-villes désertés? Alors c'est vrai que ce sujet, on l'a réinvesti récemment, notamment quand on s'est rendu compte que le premier programme de renouvellement urbain avait réussi sur l'habitat. On avait résidentialisé, rénové les logements sociaux des quartiers, mais on n'avait pas changé leur image parce qu'on n'avait pas traité le sujet de l'activité et qu'au sein de ces quartiers, il n'y a toujours pas d'emploi, il n'y a toujours pas de lieu dédié à ça, et on avait un vrai problème de commerce. Donc, Epareca existe depuis 20 ans et donc a travaillé modestement sur une cinquantaine de projets qui sont arrivés à leur terme et qui ont été ensuite remis sur le marché ou intégrés à une foncière. Le sujet artisanal, il s'est posé de la même façon que pour le sujet commercial. Il fallait des locaux adaptés, mais à des loyers raisonnables pour qu'ils s'adressent précisément aux habitants de ces quartiers, qui sortent soit de leur garage pour monter leur activité, soit d'une pépinière qui va les garder, les incuber pendant un temps tellement court qu'au sortir de ces pépinières, finalement, ils n'ont pas de solution. Donc il faut leur proposer une sorte de parcours résidentiel, comme pour les commerçants, qui avant d'avoir adosser leur chiffre d'affaires à quelque chose de robuste ont besoin de locaux adaptés à ce chiffre d'affaires qui doit se consolider au fur et à mesure. Donc on a créé sur un segment qui est particulier, hein, mais on a créé des polarités artisanales qui ont été commercialisées à blanc. Ça veut dire qu'on ne savait pas quels artisans on allait rencontrer et qui ont rencontré un succès quasi immédiat sur les 3 polarités qu'on a créées de cette manière-là dans les 5 dernières années. On a des taux de commercialisation qui sont à 100% très, très vite et très facilement. Donc de la même manière, on intéresse les investisseurs à ce qu'ils les reprennent et à ce qu'ils continuent à travailler cette pérennité d'activité dans les quartiers de la politique de la ville. Si j'extrapole le sujet maintenant à la situation de déprise commerciale et de dévitalisation des centres-villes, des villes moyennes, voire des petites villes, on a un sujet immobilier parce qu'il faut proposer justement des locaux adaptés à la situation des habitants qui cherchent des solutions justement pour accueillir des tiers-lieux, de l'activité alternative, de l'économie sociale et solidaire qui va remettre justement le lien social au cœur de cette vie de cité en fait, et refaire vivre ensemble des gens qui n'ont que peu de perspectives ou alors qui sont dans un univers de choix qui est très limité. Choisir, c'est pas vraiment choisir quand on doit faire 100 km par jour pour aller sur un lieu de travail et revenir en ayant fait garder ses enfants et en n'ayant pas oublié le dernier à l'école qui est pas forcément dans la ville où on vit. Donc en fait, je rejoins tout à fait M. Koberlé sur l'idée qu'il y a d'abord un projet politique. Il est national au sens où c'est le vivre ensemble qui est le fondement de ces politiques-là. C'est la cohésion des territoires et c'est le sens du plan gouvernemental qui sera annoncé prochainement. Il aura un volet commerce, ce plan gouvernemental, parce que le commerce, encore une fois, c'est le lien. Et la situation, encore une fois, qu'on connaît et qui est inquiétante, n'est pas une fatalité. Il suffit effectivement de se donner les moyens de rebondir, de redonner des perspectives et de l'activité à travers, pour ce qui me concerne, des locaux, mais à travers aussi en aval de l'accompagnement des acteurs, des entrepreneurs. Et c'est tout le maillage finalement de cet accompagnement qui fait une réussite au final. C'est l'intérêt de la complémentarité, de la subsidiarité aussi, parce que c'est plutôt aux acteurs locaux de faire. Les circonstances dans lesquelles on vit ne sont pas les mêmes en Creuse ou en banlieue parisienne ou dans le nord de la France, évidemment. Et donc tout ça, c'est la logique même de la confiance dans les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et la complémentarité de leur action. Donc finalement, si je vous entends, et peut-être Emmanuel Os, je vous adresse la question, mais bon,
c'est devenu un sujet politique. On en a vu d'ailleurs les conséquences politiques cette année. Il faut donc un traitement politique, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça prend du temps. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour que des résultats de cette politique de revitalisation se manifestent suffisamment vite pour qu'il y a quand même une sorte de course de vitesse. On a laissé les choses se dégrader je ne parle pas encore une fois de Paris, mais on a laissé les choses se dégrader. Il y a ce discours sur le ville-centre, la périphérie, bon, que je n'aime pas beaucoup, je crois qu'on est nombreux à ne pas l'aimer, mais en même temps, il a une certaine emprise et on ne peut pas nier la réalité. Donc combien de temps un plan d'urgence, peut-être William et Emmanuel, vous avez peut-être 2-3 idées là-dessus, si on s'y met vraiment, parce qu'on dit que c'est l'urgence, moi ce que j'entends, c'est un plan d'urgence. Il existe, alors il y a bien sûr la question du foncier, la question de la maîtrise du foncier qui demande un investissement, mais qui n'est pas forcément très conséquent, puisqu'on voit très bien, comme Valérie l'expliquait, qu'on peut, quand ça tourne, vendre les murs aux commerçants et donc réinjecter cet argent. En tout cas, c'est un fonctionnement qui a été prouvé dans une situation un peu dense. Il y a d'autres outils qui peuvent aller plus vite, parce que le foncier a toujours le temps du foncier, mais finalement ces locaux vides, on peut les mobiliser dès maintenant. Moi, ce qui m'a intéressé quand on a créé le testeur de commerce, donc le testeur de commerce, c'est tout simple, c'est un local qui est loué clé en main. Vous le prenez 2 semaines ou 4 mois et vous testez un concept innovant dans le réel. Et en fait, il y a eu un succès, on a rencontré une très forte demande, on a énormément de projets en attente pour ce local, tout simplement parce qu'il permet de contourner une rigidité juridique et financière qui empêche la prise de risque. C'est-à-dire que on a beaucoup de porteurs de projets, en tout cas à Paris, mais je pense qu'il suffirait de regarder un peu, il y en a partout, de porteurs de projets qui, s'ils veulent ouvrir une boutique, sont confrontés à 2 difficultés. La première, c'est le bail 369. Et c'est pas facile, quand on ne sait pas si son projet va marcher, de s'engager pour une si longue durée. La deuxième, bien sûr, ça va être le pas de porte, la caution, qui va freiner, puisque vous n'avez pas encore gagné 1 euro, que vous en avez déjà dépensé 100. Donc, via le testeur, qui est encore une fois une innovation rapide et immédiate, la mise à disposition, enfin, on a appris à faire des baux un peu hybrides, un peu agiles. En fait, très souvent, la prise de risque est prise et actée. Et du coup, on a quasiment 3 projets sur 4 qui, dans la suite, ont ouvert. Et ont ouvert à côté. Donc, c'est quasiment devenu un essaimeur. Donc, généraliser cet outil pourrait tout à fait être une façon d'accélérer, parce que vous prenez pour 15 jours, ça marche. Nous, on a drainé comme ça beaucoup de projets. Clémentine, un mot là-dessus. Oui, j'ai une question fiscale pour William Keberlé. Donc juste rapidement sur cette question-là, en fait, je trouve que c'est très intéressant, et nous, c'est des exemples qu'on a vus, et je pense en fait que c'est tout à fait en lien avec les nouveaux usages, c'est-à-dire quand on parle d'économie collaborative, on parle du passage de la propriété à l'usage, et finalement c'est ce que ça dit. Et peut-être juste pour faire le lien, et du coup avec William, nous ce qu'on a observé, alors je ne sais pas si c'est le cas du coup pour ce testeur de commerce, mais ce qu'on a observé en Europe avec des initiatives similaires, c'est qu'en fait ça permet un retour des entrepreneurs qui font du e-commerce vers du physique. Oui. Et que c'est une manière en fait pour eux de tester leurs produits, voilà, d'avoir le physical, comme on dit. Oui, figital. Ouais. Figital. Exactement. Donc voilà, c'était juste pour relever là-dessus. Alors oui, j'ai peut-être une question fiscale, parce que distorsion de concurrence évidente entre le traitement d'un certain nombre de plateformes, enfin plutôt le traitement, la façon dont elles réussissent à s'émanciper d'un certain nombre d'impôts, et le monde du commerce physique, justement, que vous représentez. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, et est-ce qu'on peut agir? Ce que je dis, c'est premièrement, il faut regarder les métropoles d'un côté, et il faut regarder les petits centres-villes, les petites villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
finalement, les créations d'emplois dans les 3 dernières années, à 90%, elles sont faites dans les métropoles. Ça veut dire qu'il y a une exode qui fait que les clients vont vers la métropole. Donc là, il y a un sujet, d'organisation, d'une part. Sur les centres-villes, je vais vous le dire avec mes mots, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de clients, et souvent c'est parce qu'il n'y a pas l'urbanisme qu'il faut à l'intérieur de ces centres-villes, il n'y a pas eu de parking, et que finalement, parfois, je dirais qu'on a mis les services publics, vous parliez des collèges et autres à l'extérieur, les hôpitaux à l'extérieur, les écoles à l'extérieur, ce qui fait qu'on a dévitalisé aussi le centre-ville. Au même moment, et le manque de commerce en ce moment, c'est le symptôme de ça, à ce même moment où il y a cette fameuse révolution du e-commerce, en termes de taxation, on est en train de taxer en plus ces commerçants sur du foncier, encore en plus. Ça veut dire qu'on est en train, aujourd'hui, au lieu d'avoir une équité fiscale où finalement c'est le chiffre d'affaires ou c'est la valeur ajoutée qui permettrait de taxer, entre guillemets, l'ensemble des plateformes, l'ensemble, y compris des commerçants qui sont en omnicanalité, d'une façon équitable. Aujourd'hui, on continue de travailler et puis de plus en plus, on a discuté dernièrement avec un certain nombre de maires qui se disent finalement si je perds mes impôts locaux au niveau des particuliers, je vais avoir la tentation d'aller chercher de l'argent pour un certain nombre de projets sur les commerçants. Donc là, nous on dit alerte, il faut qu'à un moment donné on puisse revoir ces éléments de fiscalité. Ça c'est un plan un peu défensif. Je dirais que une autre chose également, c'est au niveau, vous parliez de 3 € la livraison. Moi, ça me fait mal de voir dans des villes comme Paris, des gamins risquer un petit peu leur peau pour quelques euros. Je sais que légalement, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on s'occupe, parce qu'on parle de l'ubérisation et les pauvres taxis, à un moment donné, on en parlait. Mais je ne sais pas si c'est la société qu'on veut pour nos jeunes, d'être sur des vélos et de ne pas avoir de protection sociale correcte. Et à mon sens, là, il faudrait quand même qu'on puisse réglementer. La livraison du dernier kilomètre, ça a un coût, et il ne faut pas faire supporter ça par des gamins qui n'ont pas de possibilité d'avoir de boulot. Donc ça, c'est un point. Après, j'aimerais bien être un peu positif, dire, mais ça répond encore à la question, l'élément essentiel, c'est de moderniser les commerces. C'est-à-dire qu'on a changé, il faut aller vers l'omnicanalité, vers le figital, et là, ce qu'on demande, nous, c'est un crédit d'impôt sur l'investissement numérique pour les commerçants. Parce que le commerçant, aujourd'hui, si on lui demande, compte tenu des possibilités, des taxes qu'il a, en plus d'investir, derrière, c'est pas culturel. Et ça a marché sur le crédit d'impôt recherche, ça a marché sur l'agriculture. Nous, ce qu'on souhaiterait, et je sais très bien, je vous l'ai dit, je ne suis pas un doux rêveur, c'est que ça ne va pas marcher sur 100% de nos indépendants. Mais si on peut en sauver quelques pourcents, je dirais que c'est aussi apporter aux jeunes qui vont commencer, d'apporter des nouveaux concepts qui, eux, seront omnicanal. Emmanuel Hauss, vous avez levé le doigt pour dire un mot sur l'aide à la numérisation, peut-être. Oui, je pense qu'on a beaucoup travaillé à la CMS ce sujet avec le programme Costaud Connected Stores, et on s'est rendu compte, je ne crois pas qu'on puisse demander aux commerçants d'être des start-up, ce n'est pas les mêmes métiers. Par contre, le positionnement qu'on a choisi, nous, c'est de favoriser la rencontre entre l'économie de l'innovation et l'économie de la proximité. C'est-à-dire de ne pas demander aux uns de faire le travail de l'autre, de les mettre en relation, parfois un peu en blague, on fait le mythique de l'économie, c'est-à-dire on les met en relation et puis ensuite ça marche pas, c'est pas notre problème. Mais du coup, parce qu'il y a énormément de start-up qui sont sur ce sujet, ils savent très bien que tous ces sujets sont très attendus, très importants, que ça bouge beaucoup. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que on sélectionne des start-up qu'on présente aux commerçants. C'est finalement une sorte de living lab de la nouvelle économie de proximité. Et on a comme ça de belles histoires. Par exemple, une start-up qu'on avait sélectionnée qui s'appelle HopFab, qui permet de faire travailler des artisans. En gros, vous avez envie d'une bibliothèque chez vous et puis vous n'avez pas le temps de chercher et vous vous retrouvez chez Ikea. Là, vous pouvez passer par la start-up HopFab qui va vous mettre en relation et faire les devis avec un artisan parisien qui ensuite vous fournira sa bibliothèque. Et donc vous aurez la vôtre, pas la même que tous les autres. Et cette start-up, elle a sauvé un de nos artisans au viaduc qui était en train de
qui étaient en très grande difficulté financière. Donc on voit bien comment les uns peuvent nourrir les autres, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a les grands méchants, les capteurs de valeur, j'ai pas dit qu'ils étaient méchants. Hein. Non, mais qu'il faut réguler, évidemment qu'il y a une autre pensée. Ils sont là. Ils sont là. Et ils sont souvent désignés comme tels. Mais mon propos, il est un peu différent. Il est de dire que cette économie hybride, elle est aussi, elle est là en fait. Et il faut les faire se rencontrer. Alors, Stéphane, je le vois qui boue, mais j'allais lui poser une question, mais il va d'abord... Je ne parle pas en tant que président de Rungis, mais je voudrais réagir à tous ces propos. Je trouve qu'on est un petit peu... c'est du néo-brutalisme, enfin, c'est très administratif. La fiscalité... Il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Emmanuel et Madame de Lepareca, elles font un merveilleux travail. Heureusement qu'elles sont là. Mais ce qui compte, ce sont les gens. C'est l'initiative économique. Et donc... Moi, ce que je me dis, mais très... Je suis tout nouveau dans le commerce, hein, ça fait que 30 ans que j'y travaille, donc je connais un petit peu le sujet. J'ai créé les Pareca il y a longtemps, donc je sais, je pourrais même l'évaluer aujourd'hui. Non, il y a des gens derrière. Ce qui compte, c'est la transmission d'entreprise. Je vois dans mon quartier, j'habite dans le 5e arrondissement, il y a des trous partout. C'est moche comme tout. Pourquoi ça ferme? C'est parce que les gens ne sont pas capables de transmettre qui la boucherie, qui la boulangerie, etc. Et ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus de formation dans ces métiers qui ne sont pas toujours aussi bien considérés. Sur les métiers de bouche, c'est tout sur à les fait métiers évident. de bouche, par exemple. Deuxième chose, et je suis entièrement d'accord avec William, il faut donner des armes aux gens. Il faut donner des armes. Et je pense que les nouvelles technologies, c'est le nouvel enjeu. C'est pour ça que Rungis, avec mes grossistes, très modestement, va faire la plus grande marketplace de produits frais du monde qui va sortir normalement au 2e semestre 2018. Et on va proposer à tous nos clients en B2B de pouvoir être livrés via un site internet. Et ça ne change rien à la neutralité de la technologie. Le troisième chose, je ne comprends pas pourquoi à Paris, j'étais à New York, j'étais à Copenhague, je ne comprends pas pourquoi à Paris, il n'y a pas ces lieux, comment vous les appelez, Clémentine? Des tiers-lieux? Oui, les tiers-lieux, il y a 0 tiers-lieu dans Paris. Ah ben moi je les vois jamais, alors je dois pas... Je vais sortir du 5e arrondissement, ça doit être dans le 20e. Clémentine, on va vous inviter. Donnez-lui quelques adresses. Il y en a plein. Il y en a plein, et ça marche. Ah mais très bien, mais ça marche même tellement bien qu'on se demande comment les bureaux vont continuer à La question c'est est-ce qu'il y aura encore des bureaux demain, mais ça c'est encore une autre, un autre sujet. Il y a les espaces de coworking ou de co, bien sûr, moi j'aime bien d'avoir tort. Ça sera une autre table ronde. Hein. Ça sera une autre table ronde. Alors, c'est un défi. Puisque Stéphane met un peu le feu, moi je voudrais en rajouter, puisqu'il nous explique donc qu'il va être plus fort qu'Amazon qui arrive avec Auchan dans la distribution alimentaire. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, où la grande distribution est en train de se faire massacrer par justement ces tendances, est-ce que ça va arriver en France? Je vais citer aucun nom de groupes de grande distribution qui connaissent une transformation profonde. On les connaît, hein, tous. Certains d'entre eux viennent d'avoir de nouveaux patrons qui sont des patrons qui essayent de penser autrement le monde de la distribution. Donc je me tourne vers William qui connaît bien ce sujet. Donc voilà, est-ce qu'il y a une solution? Parce que ça, par effet rebours, ça a un impact sur les centres-villes. Est-ce qu'il y aura encore des grandes surfaces à l'extérieur des villes? Quelle va être l'organisation du commerce demain avec ces changements? On parle beaucoup des centres-villes, de la vacance commerciale. Elle est à peu près en moyenne de 10% en France. Et alors il y a des villes, c'est 20%, comme Béziers par exemple. Bon. Il y a un chiffre qu'on ne cite pas, c'est qu'il y a à peu près le même pourcentage de vacances commerciales dans périphérie. Et que ça va devenir grave, parce que on parlait des États-Unis, c'est aujourd'hui, ils n'ont pas nos centres-villes, mais aujourd'hui, ils ont plein de centres commerciaux qui sont en train de faire des faillites, et là derrière, c'est des lieux de délinquance. Donc à un moment donné, il faut qu'on fasse attention. Oui, il faut sauver les centres-villes, mais à un moment donné, il ne faut pas lâcher les périphéries, parce que c'est là où il ne faut pas opposer les choses. Alors, nos commerçants, aujourd'hui, nos groupes et nos centres commerciaux, je dirais qu'aujourd'hui, il y a 2 débats. Je me répète peut-être un peu. Il y a les grandes villes, les métropoles, où, regardez, Marne-la-Vallée ou des choses comme ça, je dirais que ça fonctionne et ça continue, ils veulent même agrandir.
Mais à côté de ça, vous avez des petites villes où à un moment donné, il faut peut-être commencer à réfléchir, à densifier les centres-villes et de notre côté, commencer à se poser des questions sur certains centres commerciaux dans ces petites villes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retransfère, parce que, y compris administrativement, vous n'avez pas le droit de mettre d'habitation dans ces zones, vous n'avez pas le droit de faire d'autre chose que du commerce. Si à un moment donné, vous n'avez pas assez de clients, qu'est-ce qui va se passer pour ces... Donc là, je pense effectivement, il y aura forcément moins de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a 8%... Donc moins de magasins, moins de grands magasins. Ben, il y a moins de clients, il y a 8% aujourd'hui qui sont faits. Nos amis britanniques, c'est 15% sur le net. Je vais vous donner un chiffre, moi, qui me choque. Aujourd'hui, des indépendants dans le textile, il n'y en a plus que 3% chez nos amis britanniques. On a la chance d'en avoir encore 20%. Donc quand on parlait de différenciation et de personnalisation des ventes, donc là, c'est vraiment c'est un des sujets. Donc pour moi, une métropole, c'est un débat. Les petites villes qui, à un moment donné, ont moins d'industrialisation et moins de personnes, eh bien, il faut redensifier. Et il faut densifier à la fois au niveau des centres-villes, et d'ailleurs les options du style avoir un manager de centre-ville ou des choses comme ça pour pouvoir réguler ce genre de choses et de discuter avec les associations de commerçants sont les bienvenues. Mais il ne faut pas oublier qu'en périphérie, on va avoir les mêmes choses. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre ce sujet à bras-le-corps. Stéphane, votre plus gros client demain, c'est la grande distribution ou c'est Amazon? Non, mais d'abord, nous, on est la centrale d'achat du commerce de proximité, le vrai. C'est-à-dire les indépendants. Je vends à 70% aux indépendants, au marché de plein vent, et simplement à 30% pour la GMS. Et quand on dit pour la GMS, c'est plutôt des petits indépendants type Franprix. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne crois pas du tout que le commerce indépendant soit en voie de disparition, mais il faut lui donner les moyens, et vous avez posé la question tout à l'heure, de se battre à armes égales. Et pour se battre à armes égales, il faut des conditions d'équité fiscale. Alors bien sûr, on ne peut pas jouer, l'a dit Emmanuel, les Don Quichotte. Il y a une évolution du commerce électronique, il existe, c'est un fait. Et d'ailleurs, moi j'en bénéficie énormément parce que l'essentiel des produits que vous trouvez dans le commerce électronique, des produits frais, passe par Rungis puisque nous savons faire cette logistique et on la fait très bien. Mais en revanche, il faut que les plus petits aient les mêmes outils. Et donc moi j'accueille bien volontiers. D'abord, je pense que des outils comme la CMAS sont des outils, et les PARECA sont des outils extrêmement importants, et qu'à Paris, on a bien de la chance de les avoir. Il faudrait peut-être essayer d'avoir le même type d'outils dans la France urbaine, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Thiers, hein, en Auvergne, vous allez à Thiers, vous n'avez plus de magasins, vous avez des Vitrofanies. Donc c'est pas très gai, hein. Vous allez à Albi, c'est à peu près le même phénomène. Donc la France de demain est en train de changer, et c'est vrai que l'animation commerciale, c'est très important pour un centre-ville. Alors l'association, collègue, néanmoins collègue et ami de monsieur Léberlé, et le conseil, pas le conseil national, le conseil du commerce de France, ou la confédération du commerce de France propose une chose qui me paraît pas mal, ce sont les coopératives de centre-ville. Il faut que la loi institue ce type de coopérative de façon à ce qu'il y ait des sociétés type CMAS qui revitalisent. Je ne fais pas confiance aux associations commerciales pour revitaliser les centres-villes. Je pense que c'est une activité maintenant de service public. Il faut y mettre les fonds qui sont nécessaires. C'est comme ça qu'on rééquilibrera un petit peu les choses. Et évidemment, il y a un deuxième phénomène dont on n'a pas parlé, c'est la fausse proximité. Alors j'ai rien contre. Ce sont les Carrefour Market, les Auchan Market qui se multiplient dans les villes. Mais ça n'est pas ça qu'attendent les gens. Les gens, ils attendent
attendent des épiceries, ils attendent du lien social. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le commerce? Ça n'est pas uniquement acheter un produit. C'est quand vous avez 70 ans, vous êtes à la retraite, vous allez passer 2 heures dans le magasin à discuter de ce que vous allez acheter parce que les gens ont besoin de lien social. Et je pense que c'est très important, de même que William parlait de la désertification par les services publics, la désertification par le commerce, sera un péril terrible pour les villes et il est encore temps d'agir. Je ne crois pas que la grande distribution soit le diable, ni que le commerce électronique qu'Amazon soit le diable. Je ne le crois pas, mais en revanche, il faut remettre tout ça à parité et avoir une vraie réflexion sur ce que doivent devenir les centres-villes demain. Très bien, ben ça sera le mot de la fin, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on me dit time out. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut en prendre une ou deux, si vous le souhaitez, mais la journée a été longue, on vous pardonnera de ne pas en avoir. Je ne pense pas qu'on a épuisé le sujet, mais levez la main, ou sinon, bah, je crois qu'on peut... Ah oui, il y en a une. Un micro, levez-vous quand on vous voit pour vous apporter le micro. Voilà. De l'autre côté, je crois. Ici. Bonjour. Bonjour. Cristiano de Carvalho de la Guinée-Bissau. Est-ce qu'on peut voir un rangiste en Guinée-Bissau? Pardon, pouvez-vous répéter? Est-ce qu'on peut voir une structure comme rangiste en Guinée-Bissau? Excusez-moi, monsieur, j'ai pas... Est-ce que, Leslie, tu peux... Si on peut voir un rangiste en Guinée-Bissau, chez moi. Alors, en Guinée-Bissau, excusez-moi. Monsieur, c'est pas le sujet, mais j'exporte Rungis dans le monde entier et ça marche très bien. Je suis en train d'en construire un à Moscou, je viens de signer avec le Bénin. Donc si les dirigeants de la Guinée-Bissau viennent me voir, pas de problème. C'est un peu cher, hein, c'est entre 500 millions d'euros et 800 millions d'euros. Mais pas de problème, on ira vous faire un petit Rungis en Guinée-Bissau. Très bien. Carlos, tu as une question? Dis-nous un mot, Carlos, de conclusion, parce que tu n'es pas pour rien dans ces 2 jours. Alors, on va vous remercier d'abord d'avoir participé à cette dernière table ronde. On va vous applaudir. Merci d'être restés nombreux et nombreuses jusque-là. Et je vous donne rendez-vous à Smart City 2018, qui se déroulera probablement l'année prochaine. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Jean-Christophe, pardon. Non, même pas. Jean-Christophe Tortora va venir conclure avec, je ne sais pas, Carlos, montez, allez-y. Le président de la tribune, allez-y. Bien, moi je suis ravi. En tout cas, merci, parce qu'on peut dire bien sûr merci à tous les intervenants, mais merci aussi à tous les experts intervenants et tous les journalistes de la tribune. Bon, tout d'abord, pour le dernier kilomètre, chapeau, j'ai bien retenu, Port de Paris. On ira tous à Rungis l'année prochaine, invité par le président Stéphane Ayani. On pourrait faire une session Smart City alimentation chez vous l'année prochaine. Moi, je pensais, Jean-Christophe, que tu voulais parler de Rungis Smart City, parce que je suis en train de la faire dans Rungis, parce que comme tu sais, Rungis c'est une ville dans la ville. Donc, le rendez-vous est pris, et puis on ira avec Port de Paris. Je crois que, voilà, le Smart Port, qui est un enjeu important. Donc déjà, vous voyez, on a, dans cette conclusion de table ronde, les thématiques fortes qu'on va porter ensemble l'année prochaine. En tout cas, merci à vous, parce que vous avez été les plus courageux depuis hier matin à 8 h. Donc c'était un 48 heures non-stop. Merci à toutes les équipes de la tribune, merci à la ville de Paris, merci à vous tous. Et je laisse la parole à un vieux sage, au professeur Carlos Moreno. C'est un cadeau empoisonné qu'il m'offre Jean-Christophe Tortora, mais je ne vais pas vraiment intervenir. Je vais tout simplement dire à toutes et à tous merci. Je suis très fier de la parité que vous avez pu observer du genre sur toutes nos tables rondes. Je suis très fier qu'avec Jamais sans elle, on continue à porter une vision de la ville inclusive, durable, résiliente, mais également que la moitié du ciel et donc toujours cette opportunité de construire la vie de demain tous les jours. Merci à toutes. Merci à vous, merci à tous. À l'année prochaine.